ils sont proactifs. Proactifs, ça veut dire qu'ils peuvent normalement aller et vous protéger, n'est-ce pas, votre système contre des intrusions, des accès non autorisés. Ils peuvent agir en ce sens que, de façon, disons, naturelle, ils empêchent automatiquement, après avoir détecté une anomalie, ils empêchent automatiquement l'accès, n'est-ce pas, à quelqu'un, à, disons, toute personne malveillante. C'est ça la proactivité des IPS, contrairement aux IDS qui, eux, en réalité, ne font que la détection. Et la détection, c'est quoi? Dès qu'ils détectent quelque chose d'anormal, ils alertent, n'est-ce pas, un administrateur réseau, et c'est logiquement à lui d'avoir des réactions. L'avantage, par exemple, des IPS par rapport aux IDS, c'est que principalement, quand on prend l'IDS, il faut que quelqu'un réagisse d'abord avant peut-être de tenter de bloquer. Mais les IDS, eux, peuvent agir pour nous détecter, par exemple, des menaces nouvelles, quelque chose qui n'était peut-être pas connu avant. Leur méthode d'agir, leur fonctionnement, c'est qu'ils ont une base de données des comportements que l'on peut avoir, tu peux traiter de normaux dans un réseau. Lorsque ces comportements normaux ont été enregistrés et on note un comportement anormal, par exemple, on réagit automatiquement et on dit que peut-être que ça c'est une attaque. En réalité, ça pourrait être ce qu'on appelle des faux positifs. Le faux positif, c'est quoi? C'est qu'en réalité, on peut alerter sur quelque chose qui n'est peut-être pas une attaque. Mais l'avantage des CPS et des IDS, c'est qu'ils apprennent. Lorsque vous leur avez notifié que, par exemple, tel comportement fait partie d'un comportement normal, alors à partir de ce moment, il ne va plus vous le notifier. Voilà ce que je peux rapidement dire, n'est-ce pas, en liminaire sur les IPS et les IDS. Ok, d'accord, merci monsieur. Maintenant, vous avez parlé de gestion. Ces systèmes-là ont une mémoire intégrée pour pouvoir reconnaître les comportements normaux ou anormaux. Non. Est-ce que cela ne rentre pas dans les différents types de médias qu'on a? Donc là, clairement, on peut reconnaître le type d'IS, type d'IS, Oui, en matière des types d'ISP, on peut en citer plusieurs. Effectivement, il y en a plusieurs types en fonction de ce que vous voulez peut-être mettre en pratique. Vous pourriez rapidement peut-être focaliser sur tel ou tel autre type. Parmi les types, on a par exemple ce qu'on peut appeler les capteurs. Les capteurs, ce sont des dispositifs, hein, déployés à différents points pour surveiller le trafic entrant et sortant. Généralement, ils vont vous collecter les informations, hein, sur les paquets, les flux de trafic, comment on appelle, les événements, les logs. Ils vont collecter, n'est-ce pas, les informations sur ça et en analyser la cohérence pour dire ceci, par exemple, c'est une attaque, ceci n'en est pas une, en fonction de la base de données qu'ils ont. Donc, voilà le rôle, par exemple, des capteurs. Nous avons un deuxième type qu'on peut appeler collecteur et agrégateur de données. Généralement, ils récupèrent les données, par exemple, des différents capteurs, les centralisent quelque part et procèdent, n'est-ce pas, à ce qu'on peut appeler une analyse complète de ces informations. On a encore d'autres types qui font carrément l'analyse et la détection. Donc, j'ai parlé des capteurs, des agrégateurs de données. Maintenant, je parle d'analyseurs et de détecteurs. Donc, eux, ils vont clairement analyser, n'est-ce pas, les comportements
qu'ils enregistrent et détecter éventuellement ce qu'il y a comme anomalie. Et sur ça, ils vont se focaliser sur ça, n'est-ce pas, pour peut-être donner des alertes. D'accord? En ce sens, on a maintenant les générateurs d'alerte. Les générateurs d'alerte, c'est que, bien sûr, c'est après le fonctionnement, l'analyse et la détection que eux, ils vont générer tout simplement des alertes. Il y en a maintenant qui, comme je l'ai dit, on a parlé de IDS et de IPS. Il y en a qui vont réagir peut-être directement. Réagir directement, c'est ceux-là qui sont à la fois capables, n'est-ce pas, pour une alerte, ils peuvent se permettre, par exemple, de bloquer une adresse IP, parfois pendant quelques temps, ou bien n'est-ce pas, de l'empêcher. Quand je dis bloquer, c'est que peut-être on interdit accès à toute connexion venant de cette adresse IP, ou bien une partie. Peut-être qu'on a noté que le comportement se passe simplement sur un serveur web. On va tout simplement lui interdire désormais l'accès au serveur web. Donc, voilà un peu les quelques types, n'est-ce pas, que je pourrais rapidement vous citer. Ok, merci beaucoup, monsieur. Je pense que nous avons un peu compris, nous avons fait un peu le tour des types d'IS et des pièces qu'on peut avoir. Maintenant, la question qui se pose est déjà, vu le canevas des difficultés que vous qu'est-ce qui pourrait pousser une entreprise en réalité à opter pour cette sécurité? Ok, je pense bien que vous m'avez dit qu'est-ce qui pourrait pousser une entreprise à opter, n'est-ce pas, pour un IPS ou un IPS. C'est bien ça hein, la question. Ça a été légèrement coupé avant. C'est bien ça. Oui. Disons que. Oui, exactement. Principalement aujourd'hui, Oui. tout le monde est à la quête de la sécurité, n'est-ce pas? Tout le monde est à la quête de la sécurité de son système. Les dégâts que peuvent causer, n'est-ce pas, les problèmes de sécurité dans un système d'information sont énormes. En fait, je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer. Imaginez que on ait tout simplement essayé de rendre votre système non fonctionnel pendant plus de 24 heures. Si vraiment vous êtes une entreprise dont la disponibilité, c'est-à-dire la disponibilité des informations est vraiment cruciale, franchement, vous allez perdre énormément d'argent rien que pour question d'indisponibilité. Imaginez qu'on dise aujourd'hui que WhatsApp n'est pas disponible. Nous l'avons déjà eu par le passé. Vous savez ce que ça a occasionné un peu. On dise que Google n'est pas disponible. Bon, le site c'est grand, mais on dise par exemple qu'un système bancaire n'est pas disponible, ou bien que MTN a été rendu vraiment inopérationnel parce que quelqu'un l'a attaqué. Donc vous voyez un peu les conséquences. Vous savez combien de sous chacune de ces entreprises-là embrasse par semaine, par jour, hein, disons par heure, et parfois même par minute. Quelques minutes, n'est-ce pas, de non-fonctionnement peut déjà avoir de lourdes conséquences pour une entreprise. Conclusion, évidemment, il faut absolument se doter des moyens, n'est-ce pas, nécessaires pour permettre, en fait, pour contrecarrer ces genres d'intrusion, ces genres de menaces qui pourraient éventuellement rendre non fonctionnel votre système. Donc, les raisons sont simples. C'est, oui, assurer la disponibilité. En fait, vous connaissez un peu les TT de nos affaires de sécurité, intégrité, n'est-ce pas, confidentialité, tout ce que vous pouvez citer. Tout ça, nous devons, n'est-ce pas, garantir en réalité la sécurité de tout le système. Parce que si vraiment on arrive à avoir, en fait, à mettre
année votre système et ça va causer trop de dégâts. J'ai parlé simplement de dégâts financiers. Mais on n'a pas seulement des dégâts financiers, nous avons également la réputation. À dire qu'aujourd'hui, un système n'est pas totalement sécurisé, vraiment tout le monde va le fuir, n'est-ce pas? Donc il faut absolument mettre en place, n'est-ce pas, un système de sécurité digne du nom pour pouvoir contrecarrer les différentes menaces qui se présentent à nous dans un système d'information. Et franchement, pour le faire, nous avons tout simplement besoin des IDS ou des IDS. Merci beaucoup, c'est vraiment fascinant ce que vous expliquez là. Avant de poursuivre, voyons si vous avez des questions publiques. Chers internautes, quelqu'un a-t-il une question? Oui, monsieur Guéry. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Ma question, c'est, vous venez de nous parler des différences fondamentales entre les IDS et les IPS, des scénarios qui peuvent nous pousser en fait en tant qu'entreprise, à prendre une solution IPS et une solution IDS par exemple. Mais ce que je voudrais savoir, c'est, est-ce que vous auriez des exemples concrets de solutions IPS, des solutions open source ou des solutions propriétaires qu'une entreprise naissante pourrait prendre? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est, à défaut de pouvoir se procurer un IPS ou un IDS, quelles sont les technologies qu'on pourrait utiliser pour en créer un et from scratch, par exemple? Merci. J'essaie de répondre directement ou bien on prend encore d'autres questions. Oui, monsieur. Je peux y aller. Oui, monsieur. Oui, très bien, très bien. Des solutions, effectivement, il y a quelques solutions qui existent. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des IPS qui agissent avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. D'accord? Tout ce que nous avons souvent traité de firewall de nouvelle génération, on les appelle les LG firewall, hein, sont entièrement dotés, n'est-ce pas, de systèmes de prévention d'intrusion et de détection d'intrusion. Je ne sais pas si vous avez une idée de quelque chose comme, en fait, tout ce qu'il y a comme firewall de nouvelle génération sont dotés de ça. Les plus connus sont principalement FortiGate, mais je sais que certains constructeurs également comme Cisco ou autres essayent en tout cas de mettre aussi à disposition quelques systèmes de détection d'intrusion. Mais il faut reconnaître que oui, c'est des solutions entièrement propriétaires et qui coûtent excessivement. Ils coûtent, n'est-ce pas, excessivement. On me demande si, par exemple, il y a des solutions open source. Oui, quelques logiciels open source existent et agissent, par exemple, comme, comme des IPS ou des IDS. Je peux, par exemple, je ne sais pas si vous savez, ça s'appelle Fail to Ban. Fail to Ban. Je vais l'écrire dans le chat, n'est-ce pas, de notre système, de notre communication. Je vais l'écrire là, comme ça vous allez voir, n'est-ce pas, ce à quoi cela, en fait, ce que ça veut dire. Ça s'appelle Fail to Ban. Je viens par exemple de l'écrire. Fail to Ban, par exemple,
agit en quelque sorte comme un IPS. Qu'est-ce qu'il fait? Il analyse, il analyse les lots. Il analyse les lots de chaque application et puis il prend une décision. Par exemple, si vous dites que vous allez tenter, n'est-ce pas, de vous connecter à un système 2 ou 3 fois, peut-être une dizaine de fois, dans un intervalle de temps donné, sans vraiment réussir votre authentification, votre adresse IP peut être, par exemple, détectée par ce système et il va vous bloquer, vous empêcher d'avoir accès. Donc, comment peut-on construire, n'est-ce pas, un système comme celui-là, from crash? C'est vrai. Fill2Ban, par exemple, utilise les logs de chaque service. Vous allez, par exemple, l'installer, le configurer pour le système de courrier électronique. Et vous allez constater qu'il va analyser, par exemple, le système IMAP, par exemple. Il va analyser les logs du système de courrier et voir que, par exemple, un utilisateur venant d'une adresse IP tente de se connecter une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, peut-être 10 fois successivement dans un intervalle très bref de temps et n'est pas parvenu à se connecter. On se dit franchement, ce système n'est peut-être pas normal. Cette adresse IP peut être bloquée pour 10 minutes pendant quelques temps et si le récidive, par exemple, il pourrait être bloqué pendant 1 heure, voire une semaine, voire peut-être un mois. Voilà par exemple un comportement d'un système de détection d'intrusion. Mais ces comportements ne sont pas, comment on va dire, c'est-à-dire ne sont pas toujours efficaces. Regardez le comportement que je viens de vous décrire par exemple. Je dis, il tente de se connecter par exemple un certain nombre de fois et là, nous l'avons bloqué pendant peut-être 1 heure de temps. Bien sûr, quelqu'un qui a constaté que oui, on vient de le bloquer pendant 1 heure de temps et c'est juste une adresse IP, il peut changer d'adresse IP. Il va encore tester 10 fois, il va encore changer d'adresse IP. Donc, les adresses IP seront régulièrement bloquées et il va tout simplement les changer. Est-ce que vous faites comprendre? Alors que si c'était un système, comment on appelle-t-on, d'IPS à proprement parler, ce qui se passe en ce moment, dès que le premier a testé, la première adresse IP a testé et a été, n'est-ce pas, bloquée, quand la deuxième adresse vient, elle n'aura pas à tester le nombre de fois que l'autre a testé avant d'être bloquée parce que c'est déjà une signature. Donc, from crash, oui, nous pouvons tout simplement essayer d'analyser le comportement et lorsque nous trouvons que nous avons un comportement anormal, n'est-ce pas, on pourra éventuellement agir, soit prévenir, soit envoyer une alerte pour que l'administrateur analyse et se dise, ah oui, ce comportement n'est pas par exemple normal. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas s'il y a une question que je n'ai pas abordée. Et je cherchais de quoi écrire, mais c'est ce que j'ai noté rapidement dans ma tête avant d'avoir, n'est-ce pas, un écritoire sur la main. Merci si vous avez. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Guéry est satisfait. Monsieur Guéry? Ok, d'accord. Donc, avant de continuer, nous allons demander s'il y a un autre participant qui aimerait poser une question. Monsieur Tobias. Bonsoir, merci beaucoup. Ma question est celle-ci. Généralement, à l'école, dans les labs, on utilise souvent des solutions type. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'est particulier
que dans le monde de l'entreprise, cela est beaucoup plus privilégié que les solutions d'IPS et d'IDS privées, qu'il faudrait aussi permettre cela, ou bien c'est pas la même chose. Je n'ai pas bien compris la question. Lequel il faudrait régulièrement utiliser? Est-ce que c'est les solutions? Ok. J'ai dit que à l'école, on fait généralement des labs avec des solutions d'IPS et d'IDS, généralement open source. Non, je demande, est-ce que c'est parce que les solutions d'IPS et d'IDS privées n'arrivent pas à faire le travail, ou bien généralement beaucoup d'entreprises préfèrent des solutions libres, que nous aussi on doit implémenter ça, ou bien on doit suivre une logique avant d'implémenter cela en entreprise. Parce qu'à l'école, on fait généralement les cours et les labs avec des solutions open source. Oui, je crois avoir dit que les solutions propriétaires sont excessivement chères. Hein? Non seulement il faut les acquérir, mais il faut également avoir, n'est-ce pas, des licences d'utilisation. Conclusion, si on n'a pas réussi à vous en mettre à disposition et on vous oriente vers des solutions open source, c'est au moins vous dire que les solutions open source agissent également, n'est-ce pas, de la même manière que les solutions propriétaires. Mais au fait, puisque nous n'avons pas la possibilité d'en acquérir, on sera éventuellement obligé d'utiliser pour l'instant une solution, n'est-ce pas, open source. Sinon, les solutions propriétaires existent et beaucoup d'entreprises l'utilisent. Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas le travail, au contraire, ils le font parfois très bien, et parfois mieux que les solutions open source. N'oubliez pas qu'une solution open source, c'est vrai, vous êtes tout simplement limité par votre imagination ou votre performance. Si vous avez la possibilité vous-même d'apporter des modifications conséquentes, n'est-ce pas, au code source d'une solution open source, libre à vous de le faire. Et là, vous pourrez lui donner tout ce que vous voulez comme compétence. Ça ne veut pas dire que les solutions open source ne fonctionnent pas, mais généralement, les solutions, comment on appelle, propriétaires coûtent excessivement cher. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas eu l'occasion de vous frotter avec. Ce n'est pas parce qu'ils ne fonctionnent pas. Dieu est satisfait. Oui, merci beaucoup. Et merci beaucoup, monsieur Oletola, pour cette rencontre assez détaillée. Pour donner une participants, vous auriez une idée de place de l'aide à partager. Je n'ai pas bien compris. La question s'adressait à moi. Est-ce que j'ai quoi à partager? Une expérience de mise en place de l'AIDS ou de l'AIDS à partager avec. D'accord, une expérience. Oui, en fait, il faut actuellement, je suis en train de travailler avec un doctorant, n'est-ce pas, qui voulait avoir, qui voulait se servir de l'IA, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle pour nous mettre en place un système de détection et de prévention d'intrusion. C'est d'ailleurs de lui que je tenais, n'est-ce pas, cette accession qui veut que si vous avez un système qui se base sur l'adresse IP qui bloque lorsqu'il a noté, n'est-ce pas, un comportement anormal, on pourrait finalement avoir accès à votre système un jour, en ce sens que si vous essayez, en fait, si la personne essaye avec plusieurs adresses IP, il n'a peut-être pas avoir quelque chose de concluant. Il finira par avoir des essais concluants parce qu'à chaque fois, il va essayer avec telle ou telle adresse IP et ça va toujours évoluer. On est d'accord? Alors, oui, nous sommes en train de travailler sur ce système et il m'a amené à installer NetFlow. NetFlow, c'est une
une application open source, mais payante quand même, qui permet, comme je l'ai dit, j'ai parlé des collecteurs, qui permettent de collecter des informations. On cherche un collecteur qui va donner toute la liste, en fait, parce que le système d'IDS ou d'IPS se base sur ce que j'ai appelé les comportements normaux et les comportements anormaux. Donc, il va regarder les actions normales qui se passent sur un système et les actions qui ne sont pas normales. Il va tout simplement les collecter et commencer à faire la différence. Quand il aura assez d'informations sur ce qu'on peut appeler comportement normal, par exemple, il pourra éventuellement, à partir de ce moment, de cette base de données dont il dispose, n'est-ce pas, agir lorsque un autre comportement, autre que tout ce qu'il a vu, n'est-ce pas, il pourra éventuellement dire que ce comportement n'est pas un comportement normal. En réalité, la force de l'IA, c'est quoi? La force de l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est d'avoir toute une panoplie de données. Ça peut être ce que nous, en tant qu'humains, on ne peut pas traiter. Ça peut être des milliards, n'est-ce pas, de lignes de comportement qu'il a. Et ça, au moins, c'est que oui, sur cette base de données-là, on sait que tout ça, là, c'est normal. Et tout ce qui sera différent de ce qu'il connaît, il va traiter comme anormal. Maintenant, j'ai parlé de faux positifs. On peut avoir également des faux positifs. Peut-être que sa base de données n'est pas à jour. Il apprend de jour en jour. Lorsqu'on lui dira un peu que oui, ce comportement-là devient tout simplement un comportement normal, il ne va plus le classer parmi les. Donc, c'est cette expérience-là que nous sommes actuellement en train de faire. Mais j'ai également utilisé pendant longtemps, mais pas pendant longtemps, je continue de l'utiliser. J'ai utilisé Fill to Back, qui lui, comme je l'ai dit, il analyse les logs et de temps en temps, quand il découvre dans un délai, n'est-ce pas, assez bref, des tentatives de connexion qui n'ont pas réussi, il estime que c'est un comportement anormal. Et là, il peut bloquer tout simplement l'utilisateur. Et il va commencer, à partir du moment qu'il l'a bloqué, il va commencer à observer. Est-ce qu'il continue de venir? S'il continue de venir, ce sera un récidiviste. Et là, on peut encore prolonger tout simplement le délai pour lequel il a été mis. Voilà ce que je peux dire rapidement comme expérience, mais je continue de travailler avec ce document sur, n'est-ce pas, ce système d'IDS et d'IPS que nous sommes sur le point de mettre en place. Ok, merci monsieur. C'est une expérience vraiment passionnante que vous venez de partager avec nous. Avant de revenir à M. Johan, s'il vous plaît, Madame Pamela Yamone poser une question. Mademoiselle Pamela Yamone. Oui, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, j'aimerais savoir comment mettre en place les systèmes IPS et IDS dans son entreprise. Merci. Eh bien, comment mettre en place un IPS ou un IDS? Tout simplement, vous devez savoir plus ou moins l'architecture du réseau sur lequel vous voulez mettre en place, n'est-ce pas, l'IDS. Vous devez le savoir. Et en réalité, l'IDS, n'est-ce pas, doit se retrouver du côté d'Internet par rapport à la ressource que vous voulez protéger. Donc, si la ressource que vous voulez protéger est, n'est-ce pas, dans un réseau, il faut que la dernière, comment je vais dire, c'est-à-dire le dernier peut-être équipement par lequel nous allons passer pour atteindre cette ressource, il faut mettre entre ce dernier équipement et la ressource un IDS. Maintenant, l'IDS, ça peut être un firewall de nouvelle génération. Ça veut dire que c'est un firewall de nouvelle génération, vous le mettez
était toujours entre Internet et la ressource. Hein. Ça peut être aussi, comment on appelle-t-on, un IDS peut-être applicatif, peut-être une petite application. Ça voudra dire qu'il va se retrouver entre, n'est-ce pas, votre application que vous voulez protéger et Internet. Conclusion, il doit être capable, n'est-ce pas, de recenser les informations venant d'Internet et allant, en fait, venant de toutes parts. Ce n'est pas nécessairement Internet, parce que vous pouvez être victime d'une attaque même de votre propre réseau local. Donc, il doit être tout simplement en mesure de se présenter face à ces différentes attaques pour que quand il a détecté un comportement anormal, qu'il puisse au moins se mettre entre celui qui est en train de vous harceler ou de vous envoyer des requêtes malveillantes et l'application elle-même. Donc, généralement, c'est ça qu'il faut se mettre en idée. Il faut savoir qu'il va être a priori, ça doit être peut-être le dernier équipement, n'est-ce pas, avant même qu'on accède aux ressources que vous avez mises en place. Maintenant, si c'est un routeur firewall, ce qui est un peu compliqué, c'est comment je vais appeler ça, la configuration des règles. Parce que la configuration des règles aussi, ça en fait partie. Admettons, il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Admettons par exemple que vous ayez dans votre réseau un serveur web. Vous savez qu'il ne fait que du web. Logiquement, vous devez vous arranger pour que tout ce qui ne concerne pas le web, ce serveur ne le serve pas. Qu'il ne soit pas, il fait du web, mais pas Mégane, on a installé le service de courrier là-dessus, ou bien pas Mégane, on a installé SSH, ou pas Mégane, on a installé un autre service, n'est-ce pas? Ce service que vous avez installé, c'est celui qui est mal géré, puisque a priori, ce n'est pas ça ce qu'il est en train de faire prioritairement. Donc, il y a déjà ce qu'on appelle les bonnes pratiques, avant même d'aller vers un système IDS ou IPS, il faut au moins déjà protéger votre équipement, ne serait-ce que pour le peu de choses qu'il doit servir. S'il ne sert que du web, on doit s'arranger. Si on tente de se connecter à ce serveur-là sur le port de courrier, il ne doit pas être accessible. Si on tente de se connecter sur d'autres ports, d'autres types de services, il ne doit pas être accessible, à moins qu'il soit aussi, en fait, qu'il joue également ce rôle. Sinon, idéalement, si c'est un serveur web, on sait qu'on a affaire à un serveur web et il ne sert plus autre chose, nous devons nous arranger pour qu'il ne serve que du web. S'il veut servir d'un autre serveur pour nous et que ça doit être logiquement une connexion privée, alors on doit s'arranger pour créer peut-être un VPN entre notre position et la position du serveur pour nous permettre d'avoir peut-être accès à ces services supplémentaires. Mais le service qu'on est censé offrir nous-mêmes, on doit s'arranger pour que ce soit uniquement ce service qui soit fonctionnel, n'est-ce pas, sur cette machine. Et c'est après maintenant que nous allons placer un IDS, n'est-ce pas, pour nous aider à surveiller les accès sur le web, sur ce serveur web. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Ok, merci beaucoup, monsieur. Ok. Monsieur Johan, vous avez une question? Oui, j'ai une question. Bonsoir à tous. Alors, comme vous l'avez dit, comme le monsieur l'a dit, les IDS et les IPS se basent sur les comportements et les signatures. Ma question est donc de savoir si, selon vous, l'IA peut être utilisée pour pouvoir détecter les failles 0D. Oui, merci. Oui, les failles 0D, les vulnérabilités 0D, en fait, ce sont les vulnérabilités qu'on n'a pas encore
fait, qui vient nouvellement d'être découverte. On est d'accord? Eh bien, j'ai eu un étudiant récemment qui m'a dit qu'il voulait travailler sur la détection de ces types de failles 0D. La première question que je lui ai posée, n'est-ce pas, est celle-ci. Est-ce que tu veux mettre en place un système qui détecte directement les failles 0D ou bien tu veux mettre en place un système qui va aller chercher les informations sur les failles 0D et peut-être prévenir quelqu'un de ce que oui, tel système-là a telle faille qui n'a pas encore été exploitée. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance entre les deux. Est-ce que je veux détecter directement ou bien je sais que quelqu'un a déjà détecté et je veux trouver le moyen, n'est-ce pas, de questionner les failles 0D dans le monde et ressentir en quelque sorte cela et voir si, par exemple, tel ou tel système en face duquel je suis présente une telle faille. En fait, c'est dire que la détection n'est pas facile. Parce que, évidemment, je lui ai dit à plusieurs reprises que j'ai travaillé, par exemple, j'ai eu à rencontrer un monsieur qui travaille dans les systèmes de sécurité. On lui a demandé qu'on veut installer quelque chose sur son ordinateur pour faire la protection. Il a dit niet. On ne doit installer rien sur mon ordinateur. Et qu'est-ce qu'il sort comme conclusion? Il dit tout programme que vous installez, le plus petit qu'il soit, présente déjà des failles. On ne l'a peut-être pas encore détecté, mais il présente toujours des failles. Ça voudra dire que c'est le premier à détecter cette faille-là qui serait éventuellement celui qui va noter comme quoi, oui, voici telle faille, on vient de la voir et on prévient peut-être toute la communauté comme quoi il faut faire attention parce que ceci, on sort un patch qui va nous permettre tout simplement de contrecarrer la vulnérabilité. Oui, est-ce que l'intelligence artificielle, n'est-ce pas, dans ce sens, pourrait nous aider à détecter, n'est-ce pas, ce type de failles? Et vous savez, la vulnérabilité, c'est comme si c'est tout simplement une mauvaise programmation. Parce que quand on dit que tel programme présente une vulnérabilité, c'est tout simplement une mauvaise programmation. On a mal codé quelque chose qui a permis à quelqu'un de voir que oui, parce qu'il a mal codé ceci, on peut utiliser telle ou telle variable pour avoir telle ou telle valeur et finalement avoir l'accès à ceci ou cela, et avoir droit à quelque chose auquel on n'a pas droit. En réalité, c'est ça en réalité une faille. Et je vous assure, n'importe quel programme que vous allez installer présente toujours une faille. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas encore découvert. C'est ça le problème. Nous ne l'avons pas encore découvert. Sinon, n'importe quel programme que vous allez installer présentera toujours une faille, mais on ne l'a pas encore découvert. La conclusion, c'est quoi? Oui, l'intelligence artificielle pourrait éventuellement détecter, n'est-ce pas, quelques failles de 0D. Mais je pense qu'il y en aura beaucoup, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'autres failles qui vont éventuellement lui échapper. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Il y en aura d'autres qui vont tout simplement lui échapper. Parce que oui, comme je l'ai dit, qu'on le veuille ou pas, le plus petit programme que vous avez mis en place présente quand même une petite faille. La faille peut être, comment on appelle ça, peut ne pas être critique, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, c'est ce qui est critique qui présente un risque assez élevé. Si par exemple vous avez installé un programme qui permet à quelqu'un, en étant juste dans son coin, d'avoir un accès sur un système Linux ou sur une machine Windows, d'avoir un accès admin, là on peut traiter ça de critique. Donc ça dépendra maintenant de la criticité
détecter, n'est-ce pas, la faille qui a été tout simplement détectée. Sinon, comme je l'ai dit, presque tout programme présentera toujours, dans une certaine mesure, quand on va chercher une faille. L'intelligence artificielle peut aider à détecter, mais il y aura toujours d'autres qui vont éventuellement lui échapper. Merci. Monsieur Joël. Oui, j'aimerais toujours poser une question. En conclusion, vous avez dit que l'intelligence artificielle pourrait détecter les failles zéro. J'aimerais savoir si cette conclusion-là, vous l'avez tirée, puisque au départ, vous avez dit que quelqu'un vous avait déjà parlé d'un truc comme ça, et vous lui avez posé deux questions. La première, de savoir si son système peut détecter les failles zéro directement ou bien le système ira chercher les informations. J'aimerais d'abord savoir sur quel point vous êtes battu et basé pour tirer cette décision, pour tirer cette conclusion. Est-ce que c'est que l'intelligence artificielle peut aller chercher des informations sur ces failles qu'elle est détectée? Sinon, si c'est sur ce point-là, moi je pense que ce n'est plus une faille 0D, puisque si déjà on a des informations sur la faille, la vulnérabilité en question, ce n'est plus une faille 0D selon moi. Ok. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est lui qui a dit qu'il veut mettre en place un système. N'est-ce pas? C'est lui qui veut mettre en place un système. Mais quand je dis qu'une faille 0D, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à exploiter, mais qui présente un potentiel, qui présente un risque sur lequel on peut éventuellement se baser. Oui, il continue d'être 0D du moment où, oui, il vient juste d'être détecté. On est d'accord? Il vient juste d'être détecté. Personne n'a peut-être encore réussi à l'exploiter, mais il vient d'être détecté. Et si il a été détecté il y a une heure, et puis ton système peut déjà l'annoncer, c'est toujours une faille 0D. C'est ce que je voulais dire par là. Si ton système peut déjà l'annoncer, c'est déjà une faille 0D. Mais en fait, le problème est quoi? C'est que d'abord, est-ce que son système installé peut-être quelque part surveille un système d'information? On est d'accord? Son système installé quelque part surveille un système d'information. Et pourquoi je dis que c'est toujours une faille 0D et qu'il va chercher et revenir? C'est que le système d'information qu'il surveille, peut-être qu'il surveille un système d'information et aujourd'hui, on vient de détecter que oui, SSH version temps, n'est-ce pas, présente une faille 0D. Et on vient juste de l'annoncer et il a recensé tout simplement l'information et constate que le système qu'il protège, n'est-ce pas, présente, il y a dans ce système-là une des machines qui est à la version citée, n'est-ce pas, de SSH par exemple. En conclusion, il faut absolument qu'il donne l'alerte. Mais revenons à l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle a toujours tout simplement, ne nous le rend pas. L'intelligence artificielle, sa force, c'est qu'il apprend. Et apprendre là, c'est comme tout apprentissage. C'est réussir, n'est-ce pas, à déduire de quelque chose qu'il a appris que oui, ce comportement-là, et quand on a ça, voilà comment on réagit. Quand on a ceci, voilà comment on réagit. Donc, ces différents comportements il pourrait aussi les utiliser pour détecter, par exemple, une faille 0D. Donc, en étant imprégné de comment on détecte une faille 0D, un système d'intelligence artificielle pourrait éventuellement le faire. Donc, ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. J'ai dit au préalable. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai dit au préalable. L'intelligence artificielle, c'est juste un comportement qu'il a appris et qu'il perfectionne, qu'il améliore. Et c'est tout simplement ça l'avantage que ce système a par rapport à l'humain. Regardez par exemple, aujourd'hui, plus personne ne bat l'intelligence artificielle au jeu d'échecs. Pourquoi? Parce que on lui a donné
presque toutes les possibilités des cours qui existent. Et à chaque fois, il essaie tout simplement d'analyser, calculer toute cette possibilité-là. Il a une base de données d'un certain nombre de choses. Quand vous faites ici, vous faites là, et c'est comme ça, on fera. Mais il a également, il doit nous sortir toutes les possibilités qui existent. Et il a appris à savoir toute cette possibilité-là. Quel est le meilleur coup? Et il faut le faire à chaque fois. C'est bien que, bon, que vous le veuillez ou pas, qu'un humain ne peut faire autant de calculs. L'intelligence artificielle n'a rien d'intelligent par rapport à lui. C'est tout simplement qu'il peut analyser des milliards, des milliers de milliards de possibilités en un rien de temps. Ce que l'humain est simplement incapable de faire, c'est tout. D'accord. Donc voilà un peu ce que je voulais faire comprendre par rapport à comment l'intelligence artificielle pourrait agir pour aider à détecter les failles. Joanne, je pense que nous allons prendre la question de Madame Hollande, si vous me permettez. Oui. Allô? Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, je vous reçois. D'accord. Moi, c'est Ola Massela Romain. Bon, on va demander, dans le cadre de la mise en place d'une solution de détection et de restriction de trafic VPN pour la sécurité réseau en entreprise, est-ce que ce serait essentiel d'intégrer un système IDS ou IPS? Et en fait, comment l'ajout de ce système serait utilisé pour renforcer la sécurité là, en réseau? Merci beaucoup. D'abord, précisons juste une petite chose au sujet des VPN. On a tendance tout simplement à croire qu'aujourd'hui, oui, les VPN sont un système assez sécurisé pour offrir des services que je peux traiter de locaux, n'est-ce pas, à des gens distants. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai l'habitude d'accéder à une plateforme quand je suis dans mon réseau et quand je sors du réseau, je n'ai plus accès. Ça voudra déjà dire que personne d'autre, à part ceux qui sont dans mon réseau, ne pourra accéder, n'est-ce pas, à cette plateforme. Donc, en termes de sécurité, on pourrait dire que, dans une certaine mesure, cette plateforme est sécurisée parce qu'elle n'est même pas ouverte, n'est-ce pas, sur le monde. Alors, que fait le VPN? C'est que vous êtes, si vous êtes dans votre réseau, vous pouvez accéder à cette plateforme. Mais si vous n'êtes pas dans votre réseau, vous ne pouvez pas accéder à la plateforme. Mais comment vous accédez à la plateforme si vous n'êtes pas dans votre réseau? Vous mettez, n'est-ce pas, en place votre VPN. Et votre VPN vous permet, depuis votre position, de vous mettre dans votre réseau et d'accéder, n'est-ce pas, à votre plateforme. Voilà en fait comment agit un VPN. Donc si quelqu'un a un service local qu'il est en train d'utiliser à travers un VPN, on peut dire que ce service-là est déjà sécurisé. Parce que déjà, le service n'est pas ouvert sur Internet. Il faut utiliser le VPN pour pouvoir y avoir accès. Pour qu'on puisse peut-être corrompre ce système, c'est qu'il faut corrompre, n'est-ce pas, le système qui a mis en place le système de gestion de ce VPN-là. C'est ça qui va amener tout simplement l'insécurité dans le système. Si quelqu'un arrive à corrompre, n'est-ce pas, votre système de VPN, il va arriver à cela. Donc, voilà d'abord ce que je peux faire comme mise au point sur l'utilisation des VPN. C'est principalement pour offrir des services locaux à des gens distants. Ce qui fait qu'en réalité, s'il n'avait pas de VPN dans sa position, il est incapable d'accéder à ce service parce que le service n'est pas ouvert à tout le monde. Figurez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ce pays, on avait bloqué les réseaux sociaux et on a dit, voilà, tous ceux qui sont au Bénin ne peuvent pas utiliser les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont tout simplement utilisé le VPN. En utilisant un VPN, un système VPN, c'est comme si vous vous retrouvez maintenant, vous n'êtes plus au Bénin, vous vous retrouvez dans le réseau de celui qui vous a offert ce VPN. Et étant dans son réseau, vous voulez avoir quelque chose, vous avez également droit à ça. Vous voyez un peu, c'est ça.
quant à comment mettre en place, n'est-ce pas, un IDS par rapport à ça, c'est pour ça que je dis, si ce n'est que des systèmes, si ce n'est que des services locaux qui ne sont pas couverts sur Internet, autant ne pas s'en faire. On n'a peut-être pas besoin de mettre en place un système VPN pour ça, parce que qu'on le veuille ou pas, on n'a pas un système ouvert sur Internet. À la limite, on a peut-être notre routeur qui nous donne accès à Internet, qu'il faut trouver le moyen de sécuriser. Tous nos services sont locaux, parce que nous utilisons des VPN. Donc, je n'ai pas besoin absolument de me casser la tête pour essayer un IDS ou un IPS dans un système comme celui-là. Mais n'empêche, si tant que vous avez toujours un service que vous offrez sur Internet, oui, selon la criticité de votre... enfin, selon le niveau de sécurité que vous souhaitez offrir à votre système, vous êtes absolument obligé d'utiliser un système IPS ou IDS. Moi, par exemple, oui, j'utilise ce que je viens de vous décrire. Et c'est ça qui me permet facilement de contrecarrer certaines attaques. C'est vrai, d'autres arrivent toujours à se faufiler, mais on est un peu alerté à temps et parfois on prend les mesures qui s'en suivent. Donc voilà un peu ce que je peux apporter comme élément de réponse à votre question. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, monsieur, pour votre réponse satisfaisante. Nous sommes un peu à la fin de notre discussion. Et pour clore, nous allons vous demander comment vous voyez l'avenir de la sécurité informatique dans ce qui concerne les IDS et les IPS. C'est-à-dire, vu l'avancée technologique, pensez-vous que d'ici 2 ou 3 ans, les IPS ou les IPS auront toujours le place que les systèmes de sécurité? Franchement, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Je viens de vous dire que j'ai mis en place un système de sécurité sur mon système d'information. Mais de temps en temps, je constate que oui, certains arrivent quand même à avoir accès à des choses auxquelles ils n'ont pas droit et il va falloir être alerté, peut-être les bloquer. Oui, ça arrive, n'est-ce pas? Il n'y a pas de système de sécurité à 100%. Mais il y a une chose qu'il faut se mettre en tête, que j'ai sur l'habitude de souligner, c'est que la sécurité informatique a assez évolué aujourd'hui avec l'avancée des technologies, l'avancée des systèmes pour sécuriser aussi les systèmes d'information a suivi. Donc, on n'est pas resté, on a avancé technologiquement parlant et puis on a laissé de côté la sécurité. Les deux font de pair. Je vais parler des équipements IoT et ainsi de suite. La sécurité est aussi à son niveau le plus élevé que possible. Si vous analysez qu'un système est vraiment sécurisé, vous allez voir, vous allez avoir du mal à pouvoir facilement vous infiltrer dans ce système. Mais il y a une chose. Aujourd'hui, le maillon faible de la sécurité, c'est l'humain lui-même. C'est l'humain lui-même qui est le maillon faible de la sécurité. Et pour ça, il faut une sensibilisation accrue. Certains, par exemple, n'ont pas conscience que divulguer son mot de passe, n'est-ce pas, est un problème assez élevé, n'est-ce pas, de sécurité. Discuter avec les gens, ils vous disent oui, bon, moi je peux te donner ça, c'est mon mot de passe, mais je peux te donner ça parce que non, c'est bien pour moi, c'est faux. N'est-ce pas? Un mot de passe ne se donne pas. Et un mot de passe ne s'écrit même pas quelque part. Vous ne devez même pas l'écrire. Vous devez le composer assez sophistiqué, mais aussi assez facile pour vous, pour que vous puissiez simplement le garder. Donc, quand je dis que le maillon faible de la sécurité aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est
Je suis en mi-temps. comment on appelle-t-on, qu'il faut mettre un identifiant, un mot de passe qui est peut-être le vôtre quelque part. Et pendant qu'il vous présente ce système, c'est que malheureusement, c'est lui qui est en train de recueillir vos informations. Donc, c'est vous-même qui personnellement allez divulguer vos informations, notifications à ce hacker qui va plus tard l'utiliser contre vous. Donc, le maillon faible de la sécurité aujourd'hui, c'est l'humain lui-même. C'est l'humain lui-même. Et il faut sensibiliser les gens. Vous êtes loin d'imaginer tout ce que les gens peuvent penser, n'est-ce pas, pour avoir accès à vos informations. On vous dira que oui, le site web sur lequel vous êtes, ou bien le service de courrier que vous utilisez, oui, vous êtes, le système est rempli et il faut s'inscrire pour pouvoir bénéficier d'un espace supplémentaire, alors que la page qu'on vous a envoyée là ressemble peut-être étrangement à celle à laquelle vous avez souvent accès et qui n'a rien à voir avec votre système préalable. C'est quelqu'un qui vous l'a présenté. Donc, parlant de quel est l'avenir des IDS et des IPS, je pense qu'ils sont assez bien pensés et aujourd'hui, avec l'aide de l'intelligence artificielle, la sécurité ne fait que croître. Mais le maillon faible de la sécurité, comme je l'ai dit, c'est l'humain et c'est lui-même qui va nous permettre tout simplement, comment on appelle-t-on, de percer le mystère de votre sécurité. Je ne sais pas si vous avez eu vent du cheval de Troie. Ouais, c'est ce système que les gens utilisent maintenant. Le cheval de Troie, c'est ceux-là qui étaient invincibles, qui ont amené le cheval dans leur propre camp, alors que c'est un grand cheval bien parti à l'intérieur duquel se trouvaient des soldats qui vont tout simplement détruire leur vie. Donc, ce qui se passe, c'est nous-mêmes qui amenons le virus, n'est-ce pas, les ransomware que nous avons pris dessus, et c'est ça qui donne lieu à tout ce que nous avons comme problème de sécurité. Remarquez une chose, comme je viens de le dire, toute application installée sur votre système présente une faille. Et nous, dans la recherche des cracks, dans la recherche des logiciels qui vont permettre de faire ceci, de faire cela, sans avoir payé quelque chose, on installe tout et n'importe quoi sur un ordinateur. C'est nous-mêmes qui ouvrons, n'est-ce pas, les portes d'accès pour que les gens puissent aisément nous attaquer. Voilà ce que je peux dire sur l'avenir, n'est-ce pas, des IPS et des IPS. Je pense qu'ils ont de beaux jours devant eux. Avec l'appui de l'intelligence artificielle, ce sera encore plus fort. Merci, monsieur. À la présence, nous allons espérer que nous, en tant qu'humains, évitons au maximum de partager notre base à notre contrôle. Il y a une question. Y a-t-il des ressources, des formations, par exemple, que vous pourriez demander à ceux qui aimeraient approfondir après ce webinaire? Bon, en fait, les formations en matière de sécurité existent. Il faut peut-être voir et se pencher sur les certifications en ligne. Je vous assure tout, je ne sais plus comment ça s'appelle, on parle j'ai oublié le terme que les gens utilisent. Donnez-moi une seconde pour chercher. Une seconde. Bon, je pense quand même qu'on parle de éthique hacking. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces types de formations, par exemple. Je sais que si vous engagez dans les indications en matière de sécurité et que vous trouvez pas je n'ai pas la liste sous la main, et que vous trouvez une bonne formation,
Vous n'avez même pas encore fini, c'est vrai, ça coûte cher, c'est vrai. On vous demande de faire les certifications en ligne et on vous met dans des conditions qui vont vous permettre, par exemple, c'est des formations en ligne, vous êtes dans votre position, qui vont vous permettre, par exemple, je crois que c'est ethical hacking, c'est quelque chose comme ça qu'on appelle. Si vous faites une formation comme celle-là, par exemple, vous n'avez même pas encore fini la formation que des gens qui ont besoin de ce que on vous a expliqué, vous êtes inscrit à une telle formation et que vous avez évolué jusqu'à tel ou tel niveau, seront déjà en train de chercher des compétences. Maintenant, oui, la sécurité informatique, ce n'est pas quelque chose de simple. Il faut quand même se donner. Je pense que principalement, si vous voulez vraiment affronter la sécurité informatique, vous devez aussi maîtriser Linux. Et ça doit être d'abord une base pour vous lancer dans des formations en matière de sécurité. C'est vrai qu'il y a également des systèmes Windows qu'on va vous demander de percer, d'attaquer pour voir si vous comprenez un peu les principes. Mais vous devez maîtriser en réalité l'administration du système, que ce soit Linux ou Windows. Et là, c'est déjà une bonne base pour vous lancer dans le monde de sécurité des systèmes. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Je pense que s'il n'y a pas de questions, y a-t-il des dernières questions? Je pense que ce silence témoigne du fait que notre expert nous explique le concept des pièces aujourd'hui. Donc, pour ceux d'entre vous qui désirent en savoir plus ou qui ont manqué une partie de l'art, nous allons réunir cette session et la mettre à votre disposition. Donc, nous remercions la présence de notre expert, M. Victor Yetola, d'avoir partagé quelques instants avec nous son expérience et aussi sa compétence, son intellect sur le sujet IDS IPS, le monde de la protection anti-intrusion. Merci beaucoup. Merci, merci. Dernière qualification qui va présenter Arnis parce que nous avons rejoint là. Arnis est une personne qui réalise plusieurs activités allant du développement mobile, de la data à l'intelligence artificielle, aussi des questions de sécurité, des questions de sécurité de vente, et dans le domaine du marketing digital et du multimédia. Donc, pour n'importe quelle préoccupation, vous pouvez nous contacter. Les informations vous seront envoyées. Merci beaucoup. Alors, nous allons clore cette session. Merci pour votre présence et à bientôt. Merci beaucoup.